Allez, on est de retour sur RMC Sport 1. L'autre temps fort de cette soirée de l'UFC 322, c'était évidemment le main event. Vous allez me dire, il était déjà champion, Islam Makhachev, mais il est entré doublement dans l'histoire. Hier soir, il a dominé pendant plus de 4 ans la catégorie des moins de 70 en étant champion incontesté. Et hier, il est entré dans la légende de l'UFC en devenant également champion des moins de 77 kilos. Après sa victoire sur décision unanime face à Jack Della Maddalena. On va revenir évidemment en détail avec vous, messieurs, les spécialistes du sol, parce que, spoiler, tout s'est passé au sol, ou presque, dans ce combat. Mais juste cette image déjà quand même symbolique, lui porté en triomphe par Khabib avec ses 2 ceintures sur les épaules. C'est évidemment une image qu'on avait projetée parce qu'on savait Makhachev capable de réaliser ce genre d'exploit. Mais quand ça devient concret, même lui était extrêmement heureux. Et il l'a vraiment montré pour le coup. Oui, c'est vrai. Très expressif. Ce que j'aime, c'est déjà l'image. Normalement, c'est Dana White qui met les ceintures autour de la taille. Et là, le fait que. Il n'y a pas eu le temps. Là, ça a été un kidnapping de ceinture pour pouvoir faire l'image, pour pouvoir faire la photo. Et on sait que c'est une photo qui restera iconique, en fait, cette photo-là. Donc, même si techniquement, il n'est pas double champion. Non, alors, il ne l'est plus. Techniquement, plus personne n'est double champion. Voilà. Mais force est de constater que même Weili Zhang contre Shevchenko, elles avaient quand même chacune leur ceinture quand il y avait les face-à-face. Ça, c'est l'UFC, tu vois, ça apporte un peu de piquant. Ça apporte piquant. Le show. Mehdi, il entre dans la légende là, avec cette victoire, Makhachev. Bah oui, là, il n'y a pas de débat. Bah oui, clairement. Puis en plus, c'est une catégorie qui est compliquée. Ouais. Là, ce qu'il a fait, c'est légendaire. Non, là, il n'y a pas de débat. Ouais. Clairement, moi, ça m'a... je ne me suis pas prononcé sur ce combat-là. Je ne savais pas comment ça allait se passer parce que il passe d'une caté à une autre. Il y a du changement. On ne sait pas ce qui va se passer. 7 kilos d'écart. Et quand je regardais le précédent combat, 2 ans contre Shevchenko, pareil, je ne savais pas trop, je ne me suis pas avancé sur un pronostic, mais je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud de monter de KT. Parce qu'on voit Zhang qui est super forte dans sa KT, et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, je commençais à me dire, ça se trouve... être compliqué pour Makhachev. Il y a un monde où il arrive et c'est la même chose, il n'arrive pas à s'adapter à... Bon, après, il a un sacré gabarit aussi. Ouais. C'est quand même Il avait du mal à faire. Les cuttings étaient durs en moins de 70. Je trouve pas tant que ça. Ah ouais ? Ouais, je trouve pas tant que ça. Je trouve qu'il était un peu moins impressionnant physiquement que JDM. Moi, je le vois quand même vraiment puissant, je le vois costaud. Il est puissant, mais il est moins costaud. C'est pas Belal Mohamed, par exemple, c'est pas Morales, c'est pas Kamaru Usman. Ça, c'est des vrais welters. J'ai vu les écarts de gabarit en 77, cette nuit, qui étaient beaucoup plus impressionnants que JDM Makhachev. Tu prends les 2 autres combats, que ce soit Brady Morales ou que ce soit Prates contre Leon Edwards, il y avait vraiment un écart de gabarit entre les deux. C'est vraiment les premières choses que j'ai notées dans mes notes. Mais pour le coup, là, je trouvais que justement, il y avait un écart de taille, mais en termes de gabarit, ça ne m'a pas choqué plus que ça. On va revenir dans le détail technique justement avec vous du combat. Juste, du coup, maintenant, ils sont 11 à avoir été double champion. Alors, à détenir 2 ceintures, je ne sais même pas comment on peut dire ça, avoir été champion dans 2 catégories différentes. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous citer tout le monde ou pas, messieurs? Ça va, là? Oui, on a Randy Couture, on a Pereira, on a Georges Saint-Pierre, on a DC, Daniel Cormier, on a John Jones, on a Makhachev, on a Connor, on a Cerudo, on a Elia Topuria, Amanda Nunes et BJ Penn. Parfait. Oh là là. 20 sur 20. J'ai fait un euro de free bet aussi ou pas? On peut peut-être essayer de négocier. Non, mais on a voulu vous montrer tout ça parce que ça veut dire quelque chose, mine de rien. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que 11, c'est beaucoup. 11 combattants à avoir réalisé cet exploit-là, mais ça veut dire quand même beaucoup. Et si on rajoute en plus que sur ce combat, Makhachev a en plus égalé le record de 16 victoires consécutives à l'UFC qui était détenu justement par Anderson Silva. Il va essayer évidemment de le battre un jour. Ça rajoute encore plus à la performance de réaliser, d'égaler ce record-là sur un combat pour le titre qui te permet d'être double champion. C'est quand même... Dans la catégorie au-dessus et dans ou un changement de catégorie. En fait, il n'y avait personne qui avait réussi à passer de lightweight à welterweight et gagner la ceinture. Déjà, il a le record de défense de ceinture dans sa caté d'origine, en lightweight. Là, il monte. Et il réussit à faire un exploit en égalant le record d'Anderson Silva. Franchement, il lui reste pas beaucoup de... Et on est dans la légende. Voilà, il lui reste deux marches pour moi pour être le GOAT ultime de l'UFC. Ce serait quoi Topuria ou pas dans cette marche? Oui, mais moi je le vois déjà prendre le GOAT de la catégorie pour moi qui est Kamaru Usman.
Alors, on va en parler évidemment de la suite. Après, voilà. Et après, il a fini le jeu. On va parler de tout ça, parce que je sens que ça va faire des... Attends, on va parler de tout ça évidemment dans quelques instants. Juste, ça va être votre moment aussi, messieurs, un petit peu maintenant, parce que je voyais justement un commentaire dans le chat tout à l'heure nous disant que je trouve ce genre de combat parfois un petit peu soporifique. Alors je sais que là vous allez être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'on entend? Non, on est tous avec la fumée. Voilà. C'est vrai. Non. Après il faut regarder. Si on regarde ce combat d'un œil purement technique, comme vous l'avez fait, parce que c'est votre domaine. Évidemment qu'il y a énormément de choses à dire et c'est ce qu'on va voir avec vous. Mais peut-être qu'il faut justement vulgariser et expliquer tout ça quand on regarde nous avec un œil un peu extérieur où on se dit un KO est marquant quand tu te prends un jab, une gauche, peu importe, comme ça a été tout à l'heure pour BSD, où on voit tout de suite, on comprend tout de suite ce qui se passe. Là, on a besoin d'un petit peu d'éclairage et c'est grâce à vous qu'on va voir tout ça. Tu sais, avant même de commencer, par contre, si on fait le comparatif entre la boxe et le sol, tu sais, on voit le KO, tu dis on voit le KO, c'est impressionnant. Tu vois une belle soumission, ça sera aussi impressionnant. Non, bien sûr. Mais là, c'est parce qu'il n'y en a juste pas pour la précision, c'est que tu prends un mec qui est un expert en boxe, il va regarder que le pied il est à l'intérieur ou à l'extérieur, comment il a mis la feinte, comment il a mis ceci, comment il a mis cela, ce que le lambda ne verra pas non plus. Nous, c'est la même chose, mais avec la partie sol aussi. Donc finalement, c'est pareil. C'est juste qu'il y a moins de soumissions qu'il y a de KO. C'est juste la problématique. On va reprendre des moments clés justement du combat qui, on le rappelle, est allé à la décision, donc jusqu'au bout. Jack Della Maddalena, malgré tout, a réussi à ne pas être soumis par Islam Makhachev. On va regarder les images, vous allez tout nous commenter justement pour qu'on comprenne bien à quel point finalement tout ça c'est travaillé aussi. On parlait du travail Benoît Saint-Denis tout à l'heure, mais il y a énormément de travail derrière tout ce que fait Islam Makhachev. Là, on va démarrer tout de suite, je pense qu'on doit être dans le premier. Là, ça, c'est une position dominante qu'il a, qui est intéressante, où il est en demi-garde. Il met toujours la pression sur le genou de Maddalena qui essaye de recréer de l'espace qui sécurise, une distance de sécurité. Là, il a essayé de se relever. Concrètement, il a fait un truc de dingue. Pour moi, il a fait l'action du combat. Là, il a fait un truc de ouf. Il a essayé de se relever. Et Makhachev a été obligé de mettre de l'opposition. Et d'un coup, il a tout relâché pour aspirer l'opposition et essayer de le sweeper. Malheureusement, bon, tu tombes sur un lutteur qui a des appuis de ouf. Ça ne lui a pas posé de problème une seule seconde. Mais pour moi, c'était vraiment une action de ouf. On va juste mettre pause un petit peu. Vas-y, Thomas. Ouais. Non, c'est juste parce que sinon on va passer d'une technique à l'autre. En fait, on est déjà sur l'autre là. Déjà décortiquer là, elle était. Donc ouais, non, c'est vrai que cette tentative de scramble, c'est typique de JDM. C'est vraiment le travail qu'il fait avec Greg Jones. Voilà, c'est vraiment spécial d'arriver à absorber l'adversaire, de créer une action-réaction. Et tout part de là. Tout part de là, en fait, au moment où il vient désengager la main, il vient saisir à deux mains le poignet, pour pas qu'il s'installe en fait sur la ligne d'épaule, pour pas qu'il contrôle la ligne d'épaule. Souvent, on dit il faut contrôler ligne de hanche, ligne d'épaule. Ce qu'il faisait très bien, c'est qu'il contrôlait la ligne de hanche avec ses hanches, ligne d'épaule avec ses bras. Là, il enlève ce contrôle ligne d'épaule, ce qui lui permet de se remettre à genoux. En fait, il tend le bras, ça lui permet de se remettre à genoux. Ce que fait très bien, par contre, Makhachev, c'est de rester très stable et c'est d'être en body lock. Parce que quand ça va repartir à quatre pattes, là, il y a JDM qui va très vite se remettre tout de suite sur ses mains, sur ses pieds, pour basculer justement Makhachev. Le fait de rester en body lock, il reste avec les deux bras sous les aisselles, ce qui fait qu'en fait, il ne tombe pas. S'il avait été en ce qu'on appelle en seat belt, en ceinture de sécurité, c'est-à-dire s'il avait mis un bras au-dessus de l'épaule et un bras en dessous, là, il aurait pu basculer, il aurait pu perdre sa position et JDM serait revenu au-dessus. Il serait complètement sorti. Ouais. Le fait d'être resté comme ça lui a permis de conserver en fait sa position et après de pouvoir le suivre à la cage pour essayer de lui prendre le dos. Mais bon, c'est bien géré par JDM qui défend très bien le crochet. Je vais même rajouter un petit élément important, c'est que ce qu'il a fait, c'est un peu atypique. On ne le voit pas forcément beaucoup dans les combats de MMA. C'est une super belle action et le fait de la rater, ça y est, c'est analysé. C'est un indicateur. Il fait ça. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il va engager ce contrôle, on voit un Makhachev qui est tout de suite beaucoup plus sur ses appuis, vers l'arrière et qui ne rentre pas dans le jeu. Parce qu'on va voir évidemment l'action qui va se poursuivre la prochaine. Moi, ce qui me frappe quand je vois ça, c'est sa capacité à ne pas lâcher. En fait, c'est-à-dire que quand tu l'as sur le dos, en fait, c'est un enfer derrière pour t'en débarrasser. Enfin, c'est même presque impossible quand on voit ce qu'on voit là. On passe du coup à l'action suivante. J'ai voulu la mettre celle-là parce que j'en avais parlé dans mon analyse. C'est quelque chose qui fait très souvent justement JDM. C'est que quand il est pris comme ça à la cage, et souvent quand il est pris en bodylock aussi, il a tendance à lancer ce qu'on appelle un ushimata, une technique de judo où on fait une espèce de projection. C'est ça, exactement. Ce qui lui permet soit de faire tomber l'adversaire, ce qu'il avait réussi à faire en première intention face à Burns, soit ça permet de créer assez d'espace en fait pour pouvoir justement
créer des ouvertures. Et là, il a voulu exploiter cette ouverture qu'il fait souvent. Sauf que le problème, c'est que pour moi, à mon sens, et je l'avais dit, faire ça contre Makhachev, c'est une erreur. Là, il a essayé d'être opportuniste. On le voit tout de suite, hein. Il a essayé d'être opportuniste, il a son overhook, donc le bras au-dessus de l'aisselle, au-dessus du bras. Il enroule par le dessus. Et il envoie ses jambes. Là, ce qu'il souhaite, là, c'est une clé de bras. En fait, il veut essayer de passer un juji à la volée de cette position-là, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas revenir. Comment ? Du dogfight, direct le juge à la volée du dogfight. Le dogfight, c'est plutôt lui, c'est plutôt Makhachev qui a le bras sous l'aisselle. Le dogfight, c'est quand on remonte avec le bras sous l'aisselle. Là, il est en overhook. Et le problème, c'est que là, il se retrouve en fait complètement collé à la cage, donc il n'a plus du tout de mobilité de hanche. Alors, il peut s'appuyer sur la cage, mais il n'a plus de mobilité de hanche. La position est quand même... C'est ça, il l'écrase contre la cage. Ouais. Et ce qu'il va très bien faire après derrière, parce que là, il est encore en danger quand même. Il y a encore du danger. S'il peut un peu bouger ses hanches, il peut encore rentrer sur le juji. Vous allez voir juste un peu après, pour s'extraire du juji, il va venir pousser... Ah bah non, on le voit pas. Ah, je l'avais mis, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ouais. En fait, pour expliquer, en fait, il va saisir avec sa main libre la jambe de JDM, il va la planter dans le sol, ce qui fait que là où JDM a besoin de monter ses hanches pour attaquer le juji, il peut plus. Lui, en fait, il est sur il pousse, il tire, ce qui lui permet de sortir son bras, et derrière, il s'est retrouvé en position dominante. Okay. Et il s'est retrouvé en nord-sud. Après, moi, j'ai une seconde lecture aussi, où je me dis que engager une attaque, parfois, ça peut juste être pour forcer l'adversaire à défendre, tout lâcher et recréer une position neutre. Parce que là, il n'est pas dans une position neutre. Il est quand même bloqué contre la cage. Donc déjà, ça peut simplement lui permettre de recréer une position neutre. Et la deuxième chose, bon là, il a été audacieux sur son action, mais Makhachev, c'est peut-être un gars aussi qui lutte tellement bien. C'est pas impossible que son curseur défensif au niveau de la lutte, il soit au plus bas, en se disant, on va pas me lancer une attaque. Oui, je suis pas en danger à ce moment-là. Tu peux peut-être le surprendre, ce type, sur une attaque de lutte, parce que jamais il va se dire on va tenter de m'attaquer en lutte, sachant qu'en plus, il a un bon contrôle, il l'a calé contre la cage, et il y a cette lecture aussi à avoir, où moi, en grappling, j'ai déjà combattu en tout cas des lutteurs, et je me disais, je vais avoir une attitude un peu fuyante, et d'un coup, j'ai rentré. Et il s'y attend pas, parce que j'ai une attitude de mec qui veut pas lutter. La surprise peut jouer à ce moment-là. T'affrontes le même mec en lutte, t'as aucune chance. C'est valable s'il le fait pas à chaque combat. Le problème, c'est qu'il le fait à chaque combat. C'est ça, c'est qu'en fait, sur tous les combats, il l'a fait celle-là. Donc, ouais, mais après, tu vois, ça va vite, ça reste spontané. Tu vois, il l'a amené, je trouve, d'une manière un peu spontanée. Non, je l'ai dit, c'était audacieux. Ouais, c'est très audacieux. Surtout qu'après, on va enchaîner, messieurs, à voir l'action suivante aussi, parce que je sais que vous pourrez nous parler de tout ça pendant des heures. Mais si vous voulez vous coucher un moment, voilà. L'action suivante, du coup. C'est l'octopus. Ouais. Alors, l'octopus, ok, de quoi on parle ? Si on peut revenir un petit peu en arrière, bon, ça, typiquement, c'est Craig Jones. Et franchement, je trouve... Qui a coaché JDM un peu. Ouais, je trouve... Je vais juste revenir sur un détail. J'ai lu beaucoup de choses qui disaient qu'il était mauvais au sol, qu'il ne sait pas défendre. Encore une fois, j'ai une autre lecture. Il a tenu 5 rounds sans vraiment prendre de gros dégâts, sans se faire finaliser. Alors certes, il s'est fait dominer, mais très honnêtement, pour moi, c'est une performance... D'avoir défendu comme ça. Et d'engager la position aussi loin, c'est encore quelque chose qui montre qu'il a bossé son sol d'une manière super sérieuse, parce que pour arriver là, il l'a travaillé. Mais je vais vous dire le moment où ça bloque. Donc dès qu'il va engager le bras gauche qui monte, en fait son bras gauche, là si on peut mettre... Non, un petit peu... Si on peut revenir un petit peu en arrière, le moment où il commence à monter... On va relancer l'action, tu vas nous dire exactement à quel moment. Boum, stop. Là, le bras gauche de Makhachev, il n'a pas à être ici. Ok. Et pourquoi ? Parce que le bras de Maddalena, en fait, il est trop bas sur son dos. Normalement, son coude devrait être beaucoup plus haut derrière son omoplate pour l'empêcher justement d'avoir cette mobilité d'épaule et de revenir avec cette main face à son visage. Dès lors qu'il a mis sa main à cet endroit-là, ça va être compliqué pour lui de remonter. Sachant qu'il n'a pas crocheté sa jambe avec sa jambe opposée, ça va être d'autant plus compliqué. Non, mais on sent que Islam, il savait que Jack allait faire ça. Il savait que c'était un peu la spécialité. Ça part du même contrôle que Thomas décrivait tout à l'heure. Quand il a tenu avec les deux poignets, ça reste dans le même jeu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un indicateur. Et je pense que, bon, en tout cas, il a désamorcé l'attaque directement. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter, Thomas. Ouais. En fait, moi, j'avais choisi ces trucs-là pour voir les axes en fait, de blocage, justement, de Makhachev qu'il a mis en place pour l'octopus. Alors, l'octopus, c'est vraiment quand on vient rentrer, en fait, nager sous le bras de l'adversaire pour pouvoir l'encercler et pouvoir le renverser. Il y a plein d'angles pour renverser à partir de là. Et en fait, là, le premier axe en fait, de blocage, c'était ce crossface.
Et après, voilà, là, il y a le deuxième, là, qui est en train de se mettre en place. Justement, ils sont passés à l'action d'après, donc c'est marrant. Où là, il a réussi à monter beaucoup plus haut. Il est monté sur son coude. Et le deuxième axe, en fait, premier axe, crossface directement s'il n'est pas monté sur son coude. S'il est monté sur son coude, il vient saisir le poignet pour pouvoir tracter le bras et le remettre les épaules au sol. C'était les deux axes qu'il a mis en place, donc pour l'empêcher vraiment de monter. Après, c'est vrai que tu as raison, il faut monter le bras plus haut, mais quand on est pris comme ça sur le crossface, il y a un moyen en fait d'éviter d'avoir trop de pression sur ce crossface qu'aurait dû faire justement JDM, c'est qu'il ne faut pas rester le visage face au bras. En fait, s'il reste le visage face au bras, la tension elle est max sur les cervicales. Ouais. En fait, il faut qu'il tourne la tête, il faut qu'il regarde le sol. Et là, la tension, en fait, la tête, elle peut beaucoup plus plier sur les côtés, contrairement en arrière. S'il avait fait ça, son bras, il aurait dû le descendre au niveau de la jambe de Makhachev et tenter des renversements en ce qu'on appelle hip bump. En fait, on pousse avec les hanches directement, mais en effaçant en fait cette pression du crossface. C'est là où il a pas su le faire. Il n'a pas pu le faire. Après aussi, il y a la pression, hein, on est d'accord. Bien sûr. C'est aussi parce qu'il est bloqué par Makhachev. En face, et bien sûr. Et là, on voit, regardez comment il tire le bras pour le remettre les deux épaules au sol. Il est bien proche de son coin, il entend bien les indications de son coach, qui n'est pas n'importe qui. Donc... En plus, Khabib, pour ne pas le nommer. Là, on a parlé des défenses de soumission. Et en fait, là, on en a une. Ça, c'est la première tentative de soumission qu'il a fait, Makhachev, c'est ce bras-tête. Donc, il s'est installé, il est dans la demi-garde, il a voulu faire la même qu'il a fait à Oliveira. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans la demi-garde, il vient attaquer, il vient placer sa tête sur le côté opposé du corps de Jack Della Maddalena. Et là, il a déjà le bras engagé, donc il contrôle déjà la nuque de Della Maddalena. Et là, il veut monter en fait son autre bras avec sa tête pour ensuite venir verrouiller son triangle et après venir, dans un deuxième temps, passer la garde pour se mettre sur le côté. Sauf que JDM, il va tout de suite mettre ce petit coup de hanche, pousser sa hanche pour sortir son bras. Se mettre sur le côté. Et se mettre sur le côté pour libérer son bras. À partir du moment où on libère le bras, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de risque. Donc ça, c'est pareil, ça ne sort pas de nulle part. Ça a été vraiment travaillé. C'est ça qui est fou quand on regarde aussi toutes ces positions. Chaque détail compte. Voilà, mais quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire quelque chose contre Makhachev ? Le truc, c'est que là, en fait, il a été très offensif à chaque fois qu'il était au sol. Que ce soit dans le grand endpoint ou que ce soit dans les tentatives de soumission. En fait, il laissait jamais d'espace parce qu'il était toujours offensif. C'est Marcelo Garcia qui disait que le sol, il faut attaquer constamment pour pouvoir faire quelque chose. Là, il l'a fait. On a vu, c'était la première défense de bras-tête. C'est la deuxième ou c'est la première, celle-là? Non, là, on est revenu sur l'octopus. Il faudrait revenir en arrière. Si on revient juste avant, il attaque son fameux bras-tête, sa dart choke, qui fait justement où il vient normalement chercher derrière l'épaule. Et là, on voit JDM qui rentre, qui nage dedans et qui se grandit pour faire péter son grip. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été travaillé. D'ailleurs, il l'a travaillé de deux manières différentes. Ici, il a tenté le pendule. Mais... Ici, là, il a tenté le renversement. Effectivement, il a tenté de le renverser en pendulum. Mais ce qu'a très bien fait Makhachev, c'est qu'il avait toujours les hanches très basses, très loin, ce qui l'empêche en fait de pouvoir le charger. En fait, sa ligne de hanche doit être en dessous de celle de Makhachev. Là, c'est la prise de dos. Ouais. Si on va vite, là, on a accéléré un petit peu, mais prise de dos, on sait que c'est pas sa force. Hein. Débite, faut que tu débites. Ouais, je te jure. Donc, on sait que c'est. Non, mais il y a pas de souci. On avance vite parce que. Écoute, c'est ce que j'avais noté, donc vas-y, je peux le faire en live. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc, il a pris le dos, c'est pas sa force, il met le triangle. Là, il va essayer de mettre toutes ses chances de son côté en venant isoler le bras de JDM qui défend bien, hein, toujours cette saisie du poignet. Hein. Donc, comme ça l'embête, qu'il peut pas étrangler, il va venir placer sa jambe par-dessus. Pour l'isoler, et comme ça, il n'a plus qu'un bras pour défendre. Le bras, ouais. Là, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il se met perpendiculaire. Il sort ses fesses, il force le fait de sortir ses fesses pour que sa tête ne soit pas dans l'axe pour l'étranglement. Et ça lui permet aussi de créer un tout petit angle, et il a de la mobilité aussi, hein, parce que tout le monde ne sort pas de ça, pour sortir son bras. Et là, regarde, il va sortir ses fesses complètement de l'autre côté pour recomposer la demi-garde et libérer tout problème du dos. Ici, attaque de la Kimura. Donc sur l'attaque de la Kimura, il va avoir deux axes de défense. Là, c'est le premier axe, il va se rasseoir, il va se coller à la cage. En fait, juste en faisant ça, ça va lui permettre en fait, de reprendre son appui et d'obliger Makhachev à dégager et à sortir de la Kimura. Là, on est sur une phase où il va attaquer la deuxième Kimura, je crois. Americana. Exactement. Il prend l'Americana. Ouais, enfin, il hésite. Pour l'instant, il est sur sa saisie. Il peut même la prendre dans l'axe. Hein, il peut même la prendre dans l'axe. Exactement. S'il monte, d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire. Il veut monter pour mettre la clé de coude. Et là, pareil, il va y avoir la sortie. J'attends juste qu'elle arrive. Hop, et dès qu'il va sortir, en fait, il va sortir ses fesses pour reprendre l'octopus. Et j'ai aimé cette séquence, parce que dans toute cette séquence-là, il se passe tout ce qui s'est passé, ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'il sort de la Kimura, il arrive à reprendre l'octopus. Il est très bien monté cette fois-ci, il s'est très bien engagé. Donc, deuxième axe de défense, il saisit le poignet, il tire.
Ensuite, on peut continuer. Il tire. Après, je ne sais pas jusqu'où vous avez été, mais pour le coup, en fait, il y a pas mal de choses là-dessus. Là, il pousse bien, il contrôle bien le poignet. Hein. On a toujours ce même fil rouge. Le fait de contrôler le poignet pour empêcher Makhachev de venir et de contrôler sa ligne d'épaule. C'est son axe de défense à JDM. Hein. C'est ça. Ouais. Là, bon, quelques frappes derrière la tête, il a été repris. Je trouve qu'il a quand même bien bossé, hein, franchement. Il a très très bien défend bossé. Et voilà, il subit, mais... Et là, voilà, de nouveau, il l'empêche de se remettre debout. Il sait qu'il veut prendre l'octopus encore une fois et il lui met le crossface. Et là, c'est le 5e round. Ça, c'est le round que j'ai trouvé le plus intéressant parce que là, c'est là où il a plus cherché à finir le combat, mais aussi JDM à mettre son jeu en place en poussant bien la cuisse parce qu'il sait qu'il faut qu'il prenne de la distance. Sauf que le problème, c'est qu'il donne son bras, donc il donne le bras-tête. Mais la défense, là, comme ça aussi, c'est pareil. Ça sort pas de nulle part. Le fait de s'enrouler comme ça pour pouvoir sortir et réouvrir ses bras, en fait, c'est un deuxième axe de défense. Tout à l'heure, il a nagé dedans. Là, il a accompagné le mouvement, ce qui lui a permis, en fait, de pouvoir sortir, de concéder une position. En fait, au sol, on dit souvent que des fois, vaut mieux c'est des échecs. Je laisse un pion, mais pour qu'on ne prenne pas l'arène. Donc là, il a concédé une position, mais il n'a pas pris la soumission. Donc son travail, il a été quand même énorme. Même si on ne le voit pas à prime abord, il s'est fait dominer de la tête et des épaules. Mais il a vraiment cherché à finaliser. Il voulait cette finalisation à Makhachev. Et JDM ne lui a pas offert. Et ça, déjà, on peut le féliciter pour ça. Après, je pense qu'il a le plus forcé, c'est vers le 5e round. C'est là où il a vraiment cherché à forcer les soumissions, mais pendant tout le reste... Pour pas se cramer, voilà. Voilà, dès qu'il savait qu'il ne l'avait pas, il lâchait. Et c'est là où je trouve qu'il a encore plus poussé son jeu. Je suis d'accord. Il était dans la gestion. Mehdi, tu voulais aussi revenir sur une image en particulier. Vous avez beaucoup parlé depuis le début là, de demi-garde. Ouais. C'est ce que tu voulais aussi. Peut-être qu'on va expliquer aussi un peu ce que vous entendez par demi-garde quand on se trouve au sol. Alors, je vais rentrer dans une analyse un peu plus simple. Je dirais, il a détaillé l'aspect technique. Je vais détailler un petit peu la stratégie, mais d'une manière un petit peu plus simple pour les gens qui ne comprennent pas. En fait, j'ai sélectionné des images là où il m'a surpris. Je vais appeler ça la demi-garde des champions, en fait. Il a une position très simple. Il a un bras sous l'aisselle. C'est exactement les images que je voulais remettre. En fait, c'était Kamaru Usman qui m'avait surpris face à Buckley, où tout le combat, il l'avait scotché au sol, en demi-garde, un underhook. Il tape, il cherche pas forcément la soumission, il contrôle, il fait pas de gros dégâts, parce qu'ils sont assez proches, il n'y a pas vraiment de distance pour frapper. Et ce qui est intéressant, c'est que cette position, on a vu Shevchenko qui a fait exactement la même, bras sous l'aisselle, elle a avalé son genou avec son genou droit, ce qui lui laisse le bras droit libre, et puis elle va construire tranquillement avec son bras droit. Elle va frapper, elle va obliger à défendre, parce qu'il y a quand même son bras du même côté. Et là où Makhachev l'a fait, je trouve, avec beaucoup de bon sens, c'est qu'il alternait entre les frappes et les soumissions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le genou de Zhang, il est sorti. Il n'est plus en barrage. Donc, le seul moyen de recréer de la distance, c'est les bras. Ok, pareil, là. Il n'a plus le genou en barrage. Le seul moyen, c'est de le repousser avec les bras. Et qu'est-ce qui se passe quand on repousse avec les bras? On les tend et on les expose. Et on les expose face à un adversaire qui attaque Dars, étranglement en bras-tête, guillotine. Il attaque que des étranglements dans une position qui est vraiment spécifique à ça. Donc sa position, elle lui permet à la fois de conserver du temps de contrôle, tout simplement, avant d'être productif. Elle lui permet d'envoyer des petites frappes et de forcer l'autre à bouger, puisque au temps de contrôle, de toute façon, il va perdre, même s'il ne prend pas de dégâts. Et en voulant recréer de l'espace, comme il met sa main gauche pour recréer de l'espace, vu que la jambe n'est plus disponible, ça permet de prendre la guillotine et voire de passer le bras droit sous l'aisselle pour aller chercher Dars. C'est exactement ce que je disais, guillotine, Dars, tout ce qui va être de la famille des triangles de bras. Et en fait, pour moi, c'est une position de dingue. Et pourquoi je l'appelle la position des champions? Parce que Islam Makhachev le fait hier, Shevchenko le fait, et j'ai pensé au combat de Buckley, qui se le prend contre Kamaru Usman qui a longuement aussi été champion. Ouais. Donc en fait, c'est des positions qui sont très simples à amener, mais très dures à conserver si on n'a pas tous les contrôles. Et pour moi, c'est là qu'ils font quelque chose de magnifique, c'est qu'ils vont chercher quelque chose de très simple et à la fois très complexe, et ça leur permet de gagner comme ça. Et si je réponds à Arnaud, là, on track, oui, effectivement, la demi-garde en MMA, c'est plus intéressant que la garde complète. Parce que en fait, en garde complète, on va imposer beaucoup plus de distance, qui va t'empêcher de travailler. Et alors que dans la demi-garde, tu peux contrôler, en fait. La demi-garde, en fait, parce que tu posais la question tout à l'heure, c'est quand tu as une jambe qui est prise, tu prends qu'une seule jambe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe la garde d'un adversaire, déjà, juste en grappling, c'est très dur de conserver un adversaire en position latérale.
Il va bouger, il va essayer de défendre, il va bouger tout son corps. Si je commence à rajouter des frappes, il va falloir que je prenne des positions beaucoup plus spécifiques au MMA qui vont me permettre de regagner de la mobilité avec mes bras. Parce que si je lâche les bras, je perds mes contrôles. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de très simple et à la fois très complexe. 19 minutes 10 de temps de contrôle pour Islam Makhachev sur ce combat, sur 25 minutes quand même, c'est énorme. En demi-garde, quasiment. En demi-garde, c'est pour ça que je l'appelle la demi-garde des champions. Il y revenait quand il passait et tout ça, et qu'il sentait, même quand il était en nord-sud, on se dirait c'est une position, voilà, il a passé la garde. Si on a une logique grappling. Non, il revenait à chaque fois, il revenait dans la demi-garde. Il y a un autre truc que j'ai constaté par rapport à ça, justement par rapport au passage de garde. Fin du deuxième round, dans les 10-15 dernières secondes, il passe la garde, et il me semble que c'est là. Il passe la garde, chose qu'il n'a pas fait depuis le début du combat. Et il reste 15 secondes. Et en fait, très souvent, pour ma part, quand je coach quelqu'un, je vais dire, si tu as un risque à prendre, tu vas le prendre dans les 10-15 dernières secondes du round pour voir comment il réagit et pour voir si après on peut aller le chercher là-dessus. Alors certes, c'est un indicateur. Tu donnes une information. Mais tu vas pas apprendre à le défendre dans ton coin en une minute avec ton coach qui te parle et t'es essoufflé, tu vois. Troisième round, il fait exactement la même chose. Il recrée, on dirait, il lui met un petit peu moins de pression où il passe la garde. Et troisième round, on voit qu'il saisit la guillotine. Donc ça a confirmé ce que je pensais. Il s'est laissé 10-15 secondes de prise de risque. Au pire des cas, il prend la guillotine, il fait taper, c'est bien. Il fait pas taper, il se retrouve sur le dos. C'est une tentative de soumission, le round est fini et on repart pour le prochain. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent sur le plan stratégique. Alors quand on voit ça, on peut évidemment se demander maintenant de quoi peut bien rêver Islam Makhachev pour la suite, maintenant qu'il est double champion. Il a bien compris que tout le monde savait exactement comment il allait faire son combat, mais que ça marche finalement. Et il a déjà un prochain rendez-vous en tête. This is my plan. It's not secret. All my opponents know this and nobody can stop. Woo! Donald Trump, let's go. Open the White House. I'm coming. N'oublions pas. Alors, il parle évidemment de la Maison Blanche, qui est le prochain gros rendez-vous en juillet prochain. Mais le combat dont il parle, en l'occurrence, c'est face à Ilia Topuria, qui était évidemment devant sa télé hier, qui a mis un petit message bien cinglant à l'attention d'Islam Makhachev, en lui disant « Il te manque quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, ce sont les émotions. Tu es ce qu'il y a de plus ennuyeux dans ce jeu. Chaque jour, je suis un peu plus convaincu de te mettre KO. » Voilà, beaucoup d'ailleurs sont convaincus que Topuria aurait peut-être la solution pour stopper Makhachev. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que Topuria va mettre KO Makhachev. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Sans le mettre KO, est-ce qu'il pourrait arriver à battre Makhachev? Il y a un aspect physique aussi quand même qui est... Bah, ça dépend, ça se fait dans quelle catégorie déjà? Déjà. Voilà. En fait, ça va déterminer le point de départ. Beaucoup de choses. Ouais, parce que je pense pas qu'Islam va redescendre en 70. Topuria, il fait 1m70. Je sais pas si... Un tout petit peu plus, non? Ouais, je sais pas, mais pour qu'il monte à 77 kilos, je sais pas ce que ça va donner. Il a 85 kilos dans la vraie vie de ce qu'on nous dit. Qui ça? Topuria. Il a 85 kilos. Donc c'est à peu près plus ou moins le poids que faisait là Islam Makhachev. Ouais. En fait, déjà, tout dépend. Il y a plein de facteurs. Il ne va pas redescendre, il l'a dit. Il veut s'installer dans cette catégorie-là, il se sent bien. Donc déjà, si ça se fait, ça sera forcément en 77. Pour l'histoire, le fait qu'il aille chercher cette troisième ceinture, qui tente sa chance, pourquoi pas? Pour le coup, il a rien à perdre en soi. Enfin, à part si son invincibilité. Enfin, non, il est même pas en. Non, il est invincible. Oui, donc il a son invincibilité. Tu l'as perdu. Tu l'as dans une troisième caté, c'est pas très grave. Maintenant, est-ce que s'il doit le faire, en tout cas, parce que tu parlais tout à l'heure, au début de l'émission, je me rappelle, tu disais Kamaru, ou c'était peut-être avant, Kamaru et après Topuria. Moi, je pense que si ça doit se faire dans l'autre sens. Oui. Pourquoi? Parce que plus Islam va s'installer dans la catégorie des 77, plus il va s'étoffer, plus il va vraiment être à l'aise dans cette catégorie. En plus, il prend de la créatine. Voilà. Et c'est ça, c'était le secret. Bon, en tout cas, on parle de ces moins de 77, justement, qui ont donc un nouveau champion, la personne de Makhachev, et peut-être aussi des nouveaux prétendants, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses la nuit dernière. Il y avait 2 autres combats dans cette caté. Leon Edwards, l'ancien champion qui était face à Carlos Prates, et Sean Brady, prétendant numéro 2 face à Michael Morales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après cette soirée, eh bien, beaucoup de cartes sont rebattues. Oscar Joss. 4 hommes, un objectif, réclamer la ceinture. Cet UFC 322 était celui des poids mi-moyens. Et ça a d'abord été celui de Carlos Prates. Après son KO monumental face à Goff Neal, le numéro 9 affronte l'ex-champion Leon Edwards.
L'Anglais, méfiant du striking de son adversaire, surprend en passant le premier round dans son dos. Domination certes, mais domination stérile à en amuser Prates. Le Fighting Nerds décide d'accélérer dans la deuxième reprise. Deuxième, qui s'avère finalement être la dernière, sur un bras arrière chirurgical. Il est 22h46 à New York et tout le monde se dit que Carlos Prates est devenu prétendant numéro 1 à la ceinture. Mais 20 minutes plus tard, Michael Morales et Sean Brady lancent la vraie demi-finale de la catégorie. Dana White l'a dit, le gagnant aura sa chance pour le titre. Brady arrive avec 2 genouillères et montre rapidement des difficultés à se déplacer. L'Américain subit une première alerte avant de prendre la foudre. Morales passe non seulement en 19-0, mais passe aussi devant Prates. Il est maintenant 23h10 et l'état-major de l'UFC commence à avoir mal à la tête. Quart de 4, ils sont passés à 2, mais la semaine prochaine, ils seront 3. Belal Mohamed affronte Yann Machadogari à l'UFC Qatar. Le gagnant rentrera dans la discussion, au même titre que Shavkat Rakhmonov, tapis dans l'ombre. Retour donc au postulat de base, mais avec de nouvelles têtes. On peut se poser 50 000 questions. Moi, je voulais éliminer Prates d'office déjà. C'est vrai? Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Attendez, on a fait la projection tout à l'heure des classements des moins de 70. On a fait pareil sur les moins de 77, où c'est peut-être encore plus incertain finalement que chez les moins de 70. Voilà ce que pourrait donner le classement des moins de 77 après la victoire de Makhachev. Donc toi, tu élimines Prates. Je l'élimine. Pourquoi? Il s'est fait emmener au sol par Leon Edwards et il a passé un sale moment au sol quand même. Il a défendu, mais compliqué. Oui, donc face à Makhachev. Après, j'ai un petit contre-roulant. Léon Edwards, elle avait mis au sol Kamaru Usman aussi. Au premier round de leur deuxième combat. Ouais, mais on parle par rapport à Makhachev. Ouais, c'est vrai. On parle pas du. C'est bien pour savoir effectivement qui peut être le prochain challenger. Par rapport à Makhachev, s'il se fait emmener par Leon Edwards. Pour moi, il n'y a pas de débat. Kamaru Usman, il lui a fait passer 4 ans d'enfer au sol aussi. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Alors, c'est bien d'évoquer Kamaru Usman, donc on en vient à ce dont tu parlais tout au début de l'émission. Qu'effectivement, Islam Makhachev, lui, évoque Kamaru Usman comme son potentiel futur adversaire. En tout cas, s'il devait en choisir un, ce serait lui. Kamaru Usman, est-ce que ce qui est loin, finalement, dans cette KT 38. Franchement, c'est le bon moment pour le prendre. Moi, je trouve que c'est un choix intelligent. C'est ça que il choisit un mec de 38 ans. On a entendu qu'il avait pas mal de blessures au genou. Donc tu ne suis pas la logique du classement, quoi. Non, et ça reste. Parce que c'est le GOAT de la catégorie. Et puis voilà, et ça reste une image. C'est une icône de la catégorie. Donc le battre, pour moi, c'est à la fois pas facile, mais plus prenable qu'à une certaine époque. Et ça va encore. En plus, tu te fais le nom de la KT. Quand il gagne en lightweight et qu'il call out tout de suite Volkanovski qui est dans la catégorie en dessous parce qu'il a la place de numéro 1 de pound for pound. En fait, tout est calculé pour faire d'Islam le oui, c'est ça. On élimine tout le monde. Là, quand on voit les images, qu'on revient sur le classement, je reviens à ce qu'on disait avec Sacha il y a de ça quelques semaines, c'est la catégorie la plus excitante à l'UFC. Aujourd'hui, elle est incroyable. Elle a remplacé les 70. Ouais, vraiment, c'est plus dense, ils sont tous jeunes, il y a des invaincus encore. Il y a des oppositions de style qui sont extraordinaires. Ouais, vraiment. Il y a de tout. Thomas, tu verrais qui, toi, en challenger? Je verrai qui en challenger. Je pense que de toute façon, il l'a dit et je pense qu'ils ont leur mot avec cette team à dire à l'UFC. La preuve, Khabib qui met les ceintures, on l'a dit tout à l'heure. Donc je pense que s'il veut Kamaru, il aura Kamaru. Il le fait pour la Legacy. Moi, par contre, ce qui me pose problème, c'est comment ça va être pris par le public. Ça va être accepté par le public, là où par exemple, un John Jones, tu vois, c'était pas accepté qu'ils prennent un Miocic alors que c'était dans la même logique. Mais ça a été fait quand même. Et les gens, ça a été fait. Oui, non, ça critique encore. Ça critique encore. Bref, en tout cas, je pense qu'il prendrait Kamaru Usman, il aurait raison de le faire. En plus, vraiment, on a aussi ce côté historique, il y a un double sens historique. D'une part, il prend un des champions les plus dominants des 77, et en plus de ça, dans l'histoire, on a toujours voulu voir Georges Saint-Pierre contre Khabib, et ça s'est jamais fait. Et on sait que Kamaru Usman, c'est un peu l'enfant de Georges Saint-Pierre, c'est sa continuité. Et Islam, c'est la continuité
Pardon, la continuité de Khabib. Donc, pour le coup, il y a si les toujours deux en toile de fond cette histoire. Ça. En fait, il y a cette opposition de lutteurs dominants. En plus, c'est vraiment une confrontation de lutteurs dominants qui va imposer son jeu de lutte. Et il y a deux boxeurs aussi qui sont excellents. Parce que Kamaru Usman, c'est aussi un mec qui boxe en anglaise avec une précision chirurgicale. Donc, son jab, c'est assez impressionnant. Son travail avec Trevor Whitman. Donc, pour le coup, moi, je voterais pour ce combat-là et je ferais une demi-finale avec les autres. Voir qui s'en sort le plus. Un peu comme ce qui a été fait en 84, là, justement. Avec Nassourdine. Je pense que ce sera le cas. C'est ce que va faire effectivement l'UFC.